Bonjour. Bonjour, Emmanuel François, président de la Data Governance Alliance for Smarter Citizens, une association qui a un an d'existence. Elle a été lancée l'année dernière à BIMworld et on est très heureux aujourd'hui, après un an d'existence, de tenir cette conférence avec 4 personnalités qui vont vous parler du bâtiment, des données dans le bâtiment et de la tokenisation du bâtiment. Tout d'abord, on voit aujourd'hui que le numérique est ubiquitaire. Il a intégré notre vie quotidienne et que la donnée est au cœur de notre société. Tout part de la donnée, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille. Et la question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est qu'en est-il du bâtiment, de la ville? Que faisons-nous de cette donnée? Et comment les métiers s'organisent? Comment le métier de la construction, de l'exploitation, de l'entretien des bâtiments? Comment tous ces métiers-là, de la gestion des bâtiments, comment ces métiers-là s'organisent? Et surtout, à l'heure où la finance est en train d'intégrer aussi le numérique, et migre vers les crypto-monnaies, la tokenisation, on peut aussi s'interroger sur qu'en est-il de la tokenisation des bâtiments, des actifs. Enfin, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de données, on parle de bâtiments, on parle des actifs du bâtiment, mais est-ce que la donnée est-elle un actif aussi du bâtiment, un actif digital? Eh bien, c'est des questions auxquelles on va répondre maintenant. Je pense qu'à l'issue de cette conférence, vous allez vous dire, je pense que c'était la meilleure conférence du salon. Parce que vous allez voir, ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Et tout d'abord, ce que je souhaite vous dire, c'est que on voit que le monde du bâtiment, aujourd'hui, est resté encore très en arrière par rapport à la numérisation ou la digitalisation de notre société. Dans l'échelle d'intégration du numérique de tous les secteurs, le bâtiment est l'avant-dernier, juste après ou avant la pêche et la chasse. Pour vous dire où on en est aujourd'hui. Et alors que le bâtiment représente 45% de la consommation ou 44% de la consommation énergétique, près de 36% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on intègre la ville, c'est plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes confrontés, et le bâtiment est confronté à des enjeux économiques, environnementaux, sociétaux énormes. Comment le bâtiment aujourd'hui peut-il intégrer beaucoup mieux le numérique? Et ceci dans une démarche inclusive, respectueuse de l'environnement, et bien entendu, économique et éthique. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à cet effet Christian Rosier, qui est président de Urban Practice, une société qui existe depuis près de 7 ans et qui accompagne tous les acteurs du bâtiment dans leur smartisation, un AMO Smart. Alexandre Foun, qui est directeur Smart Building de Cardam Digital. Cardam Digital, qu'on appelle un Master System Integrator, donc un nouveau métier autour du bâtiment. Casey Joly, qui est avocate en propriété intellectuelle du cabinet Ipso. Et Mathieu Merchadou-Melki, président de Magma, une future licorne. Retenez bien. Alors, je vais commencer par Christian, avec une question simple. Tout d'abord, je rappelle ce que je vous ai dit. La gouvernance des données est au cœur de la transition numérique du bâtiment. Et la donnée devient un actif numérique. Avec l'émergence de nouvelles économies, une nouvelle économie autour du partage de la donnée. Mais le smart building, on parle beaucoup du smart building aujourd'hui. Pour quels usages? Pour quel cas d'usage? Et peut-on parler d'une valeur servicielle du bâtiment? Et en complément d'une valeur vénale? Et quelles conditions? Donc Christian, je te passe la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Alors moi, je vais pas tout de suite parler de tokenisation, parce que finalement, ça sera plus le propos de ceux qui vont me suivre. Je vais plutôt avoir un propos introductif sur la question de la valeur servicielle du bâtiment autour du numérique, justement. Non, ça va très bien. Vous allez suivre la première partie, qui est la partie rouge, en bas. On est souvent sur une question d'usage. Je veux amener sur mon bâtiment tertiaire plus de gestion d'usage parce que j'ai besoin de partager des nouveaux usages, j'ai besoin de réserver des espaces, réserver des parkings, etc. Ça, c'est ce que je rencontre de partout aujourd'hui, gérer, mutualiser des espaces. Avec le flex office, en particulier, ça devient de plus en plus vrai. Ce qu'on a aussi, on a besoin beaucoup de fluidifier l'accès aux services, de conciergerie, de restauration, faciliter l'accès au bâtiment, parking. Tout ça, ce sont des services qui utilisent aujourd'hui la data. Elles sont souvent implémentées à l'échelle d'un bâtiment, parce que j'ai besoin de faire ça à l'échelle d'un bâtiment. Et c'est un petit peu ce qu'on voit quand on parle de smart building. Voilà. Et donc ce qu'on cherche là autour de ça, c'est apporter avec le numérique, renforcer cette valeur d'usage. Sauf qu'en fait, quand on se place à une échelle qui est autre, qui est celle du patrimoine, et il faut bien se dire que la gestion d'un actif patrimonial, c'est une autre dimension. Il faut que je réponde à des obligations qui sont réglementaires. Je dois répondre au décret BACS. Je dois me conformer au décret tertiaire. Il faut alimenter la base opérate. Je dois suivre et garantir mes obligations réglementaires. Ça, ce volet réglementaire, aujourd'hui, il ne se fait que par le transfert, le transit de données. D'accord ? Quand on regarde la dimension sociale, j'ai besoin d'améliorer le confort de mes bâtiments, suivre la qualité d'air. J'ai par exemple aujourd'hui des foncières qui me disent on va apporter une réponse à nos preneurs en garantissant une certaine performance de confort et de qualité d'air. Ça fera partie de nos critères. On ne sera pas simplement LEED, BREEAM, etc. On ne sera pas simplement tagué, estampillé. On sera dans la vraie vie, dans la réalité. Et c'est la donnée qui va amener cette réalité. Alimenter les indicateurs RSE ou faire en sorte qu'on soit une entreprise engagée. Ça encore, tous ces sujets-là, vous ne menez pas une politique RSE, vous n'alimentez pas cette politique-là sans données qui proviennent du bâtiment, du patrimoine. Si je continue là-haut, environnementaux, réduire les consommations d'énergie et d'eau. On est en train, par exemple, en ce moment, d'accompagner un conseil départemental. Il veut faire converger les données de tous ces collèges. Ça va se faire en donnant accès aux données de consommation d'eau, d'énergie, et en pilotant demain mieux les installations, localement et à distance. Il veut suivre les coûts d'exploitation maintenance, il va le faire grâce aux données et à l'actif de cette donnée. Pouvoir évaluer l'empreinte carbone, pouvoir soutenir une économie éco-responsable, pouvoir stocker, gérer et faire de l'autoconsommation, ça ne pourra se faire qu'avec de la donnée. J'ai un bailleur social qui veut mettre des boucles d'autoconsommation collective pour abaisser le reste à vivre de ses locataires. Mettre des boucles d'autoconsommation collective, ce n'est pas simplement mettre des systèmes de stockage, de production, c'est faire transiter de la donnée. Et gérer cette donnée parce que j'ai besoin de gérer des flux financiers. Et enfin, dans la dimension économique, on a besoin d'optimiser les coûts d'exploitation. On a besoin de connaître la valeur d'usage. On a besoin de gérer des contrats. On a besoin d'aider à la programmation. On a besoin de gérer les charges preneurs. Tout ça, tout ce que je dis ici, quand on gère un patrimoine, ça se fait en réalité avec une foultitude des gigabits de données qui sont un peu de partout, mais qui existent. Et donc, de se dire, est-ce qu'on a besoin de numérique ou pas de numérique? Ce n'est pas là le débat. C'est, dans notre quotidien, on utilise déjà de la donnée, elle est disséminée de partout, et donc c'est essentiel, c'est structurant de se dire que la valeur d'usage d'un bâtiment, au sens très large, et la valeur servicielle d'un bâtiment et du patrimoine, elle va être de plus en plus conditionnée par la capacité d'accéder à ces données et de maîtriser ces données. Clairement, excuse-moi de t'interrompre, mais pour qu'il y ait du dialogue, ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis là à l'instant, c'est que alors que jusqu'à présent,
on pensait un bâtiment intelligent en mettant des automatismes, et puis depuis quelque temps, de mettre une dose de numérique, comme on a vu dans le décret BACS, on saupoudre et puis on met un petit peu de numérique dans le décret BACS, enfin, pour piloter des automatismes. Là, ce que tu es en train de dire, c'est l'inverse. C'est qu'il faut qu'on parte des données, enfin des usages, qu'on réfléchisse aux données qui sont nécessaires pour ces usages, et ensuite, et qu'effectivement, qu'on mette des automatismes pour effectivement répondre à ces usages. Ouais, tout à fait. C'est donc l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, Voilà. ou qui a été fait aujourd'hui. Et soyons, enfin, moi aujourd'hui j'ai plus que des certitudes. À force de confronter des gestionnaires d'actifs, et les gestionnaires d'actifs, je vous ai parlé de conseils départementaux, de bailleurs sociaux, des collectivités, hein, métropole de Rennes, ville de Paris, métropole de Dijon, des gestionnaires privés, PIMCO, etc., ICAD, tous ces acteurs-là, petits ou grands, peu importe, dans la réalité de leur quotidien, ils ont besoin de répondre, ils ont besoin d'amener de la valeur servicielle à leur bâtiment, à leur patrimoine, et cette valeur servicielle, elle n'est plus simplement liée au fait que j'ai des murs, j'ai des espaces, elle est liée au fait que je brasse de manière massive de la donnée. Et le maître mot, c'est presque le suite de mon propos, mais je pense qu'il faut vraiment insister, quand j'audite une organisation, on en arrive tous à un consensus unique, c'est comment on s'y prend pour faire un partage structuré de la donnée, multi-acteurs, multiservices. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Et ça, il faut bien comprendre que c'est l'enjeu. Je vais jeter un pavé dans la mare. On est dans un BIM World, et là je suis un peu provoque. Je pense qu'aujourd'hui, le BIM, c'est un élément où on virtualise un bâtiment. Sauf que tous les processus BIM aujourd'hui sont tellement pensés historiquement dans le processus de construction du bâtiment, conception-construction, on n'a pas encore compris que le passage à l'échelle qui est lié à l'exploitation allait devoir repenser un tout petit peu quel est le niveau de détail et d'utilisation de la donnée réelle que j'avais besoin de ma maquette, d'accord ? Et je pense qu'aujourd'hui, si le BIM ne décolle pas suffisamment, c'est parce qu'on est... L'écosystème des acteurs est beaucoup trop resté dans une logique qui est la logique de se dire on a un outil de conception, construction, mais pas suffisamment un outil qui va servir l'exploitation. Et on en a besoin d'utiliser de la donnée qui, à un moment donné, a besoin d'être géoréférencée, spatialisée. Voilà. C'était pour le propos introductif. Et quelque part aussi, c'est une des conséquences, c'est de faire péter les silos, entre guillemets. Ben, la donnée, elle n'a pas d'odeur, elle n'est pas liée à un secteur particulier, elle n'est pas liée à l'éclairage, au chauffage, à l'énergie en particulier. Et alors, faire péter les silos, j'aime bien cette expression, c'est sûr que on est dans des organisations silotées, on est dans des systèmes d'information qui sont silotés. Il faut être clair, ceux qui seront performants seront ceux qui vont décloisonner ça en essayant de mettre en place les bons systèmes de partage de cette donnée. Merci. Ah ben ça marchait ton truc. C'est bien d'avoir fait une boucle infinie. C'est une boucle sans fin. Donc maîtriser, effectivement, on arrive à un niveau où il est nécessaire de maîtriser les données. C'est bien ce que tu expliques. Peut-être en... Voilà. Ouais, non mais vas-y, ou c'est toi Alexandre, alors va. Non mais vas-y, c'est très bien, c'est important. Comme ça je terminerai mon propos, hein. Ouais. Excusez-moi. Là, la deuxième slide, c'est celle-ci. On doit maîtriser son système d'information. Alors, je l'ai simplifié, mais globalement, les grands maîtres mots, c'est j'ai besoin d'avoir un référentiel des données partagées. Faire une convergence des données du bâtiment et faire un référentiel unifié et partagé des données. Ville de Paris qu'on accompagne sur la transformation digitale de son système d'information. Le socle fondamental et premier, c'est de construire le référentiel partagé, unifié des données. Et ça va être fait. Métropole de Rennes, enjeu majeur, construire le référentiel partagé, unifié de données. En gros, la pyramide, si je n'ai pas cette base-là, il n'y a pas de château, il n'y a pas de pyramide qui se construit. D'accord ? Pyramide de Maslow, j'ai besoin des fondamentaux. Ça, c'est le fondamental. Aujourd'hui, c'est fait quasiment nulle part.
Deuxième élément, on doit être dans un jeu de partage. Et dans le jeu de partage, c'est compliqué, parce que j'ai besoin de partager en interne, mais j'ai besoin de partager avec l'écosystème des preneurs et des clients, et j'ai besoin de partager avec des gestions et des processus. Et donc, on voit bien que la digitalisation des processus, la digitalisation du partage de la donnée, c'est le numérique qui l'amène. Ça se fera plus avec du papier. Alors, on sera avec du papier quand on sera complètement hacké et qu'on reviendra à un mode manuel. Mais ça sera dans le mode super dégradé, d'accord? Et donc, tous les acteurs pareils avec qui on bosse, eux, ce qui les intéresse, c'est de trouver des modèles où on va processer les transits et les transferts de données. Ça tend la perche à ce qui va suivre après. Et puis enfin, il y a des questions accessoires du maintien à jour des données. C'est qui maintient, avec qui je le fais, est-ce que je délègue ou pas, etc. Quand, comment, quels sont les contrats associés. Et puis, pour conclure, vous avez le sujet de la sécurité. Et un des accélérateurs, je le vois, c'est la cybersécurité qui va être aujourd'hui un des moteurs accélérateurs sur ces sujets-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur cette slide. Donc comprenez bien que le digital, c'est une certitude pour moi, est en train aujourd'hui d'amener de la valeur d'usage, que ceux qui gèrent un actif, qui ont compris ça, sont ceux qui seront en avance de 20, qui seront plus compétitifs, plus performants, qui dans les services publics apporteront plus de valeur d'usage à leurs citoyens. Hein. Donc ce n'est pas qu'un sujet d'argent, c'est aussi un sujet de citoyenneté. Et pour ça, il faut maîtriser cet écosystème-là. Merci Christian, c'est très clair. Donc on voit bien que ça commence bien cette conférence. On vient de voir qu'effectivement, il faut inverser complètement le process, penser système d'information, penser données, avant penser automatisme ou système d'automatisation du bâtiment pour apporter des usages. C'est fondamental parce qu'effectivement, si on reste sur le modèle tel qu'on est, et tu as parlé de partage des données, si on ne partage pas des données, je vous donne un exemple, si on a besoin de connaître une présence dans un espace, s'il n'y a pas de partage de données, on se retrouve avec quoi? Avec 2, 3, 4 détecteurs de présence. L'un pour l'éclairage, l'un pour le chauffage, l'un pour la sécurité, l'un pour compter le nombre de personnes dans les espaces. Et c'est la réalité. Et on voit bien que c'est plus durable, ça ne peut pas marcher. Et s'il fallait faire ça sur tous les bâtiments dans le monde entier, il n'y aurait pas assez de ressources sur Terre. Donc on voit bien qu'il faut bien partir de la donnée et d'aller sur cette notion de partage de la donnée. C'est fondamental. Mais ça veut dire qu'il faut changer de modèle économique. Et ça, on va y en parler. Mais avant, il faut avoir accès à ces données. Et donc avoir accès à un système d'information et le maîtriser. Et donc là, on a la chance de donner la parole à Alexandre Foun, Cardam Digital, qui va vous parler justement de ce fameux système d'information du bâtiment. Merci Emmanuel. Bon, j'en profite déjà pour te remercier d'embarquer le sujet de la donnée, parce que c'est vrai qu'il est fondamental, mais de l'embarquer avec fougue et panache comme d'habitude, c'est important parce que c'est pas simple en réalité. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que la donnée reste silotée, que la donnée reste propriétaire d'un certain nombre de systèmes, voire que la donnée échappe et arrive dans des systèmes gérés par les GAFA et autres organisations de ce type-là. Donc merci, parce que c'est fondamental. Donc en effet, le quoi et le pourquoi ont été clairement abordés jusqu'à présent, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais plutôt faire un focus sur le comment on fait les choses. Et dans ce comment, la technologie en réalité aujourd'hui existe. Donc ce n'est pas un problème de technologie, c'est bien une question avant tout de choix. C'est une question d'organisation, de process et une question aussi de par où commencer et de comment faire les choses. Donc là, ce que j'ai synthétisé dans ce slide-là, où il y a déjà beaucoup d'informations, désolé, c'est un petit peu les grands piliers du comment. Les comment, c'est déjà
prendre conscience que la donnée, elle est organisée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui un jumeau numérique et s'entendre sur la définition du jumeau numérique. Jumeau numérique qui est composé déjà d'un aspect statique. Donc on est sur le salon BIMworld, donc un des aspects peut être les maquettes, hein, les maquettes en phase conception, exécution. C'est une belle donnée, mais pas que. Il y a énormément de bâtiments en phase, qui existent aujourd'hui. Hein. La rénovation va être plus importante encore que la construction. Donc ça peut être rien du tout. Et quand on dit rien du tout, ça peut être des plans ou de l'acquisition avec des technologies de type LIDAR. On en voit sur le salon, ça existe. Donc c'est-à-dire que la donnée, elle est importante, quoi qu'il en soit, au niveau statique, au niveau architectural, au niveau des équipements. Et ensuite, c'est toute la donnée dynamique produite par les bâtiments. Pendant toute la phase de vie des bâtiments, les bâtiments produisent énormément de données. Que ça soit de la donnée d'occupation, de la donnée de confort, de la donnée énergétique, consommation, production. Et cette donnée, elle a une valeur de dingue. Et cette donnée, aujourd'hui, malheureusement, elle est au mieux stockée, au plus jetée par les fenêtres. Et cette donnée-là, c'est intéressant de la contextualiser, de l'organiser, de la structurer et à travers, voilà une notion ici que j'ai symbolisée, à travers une importation. Alors chez nous, on appelle la solution qui permet de faire ce travail-là un Building Operating System, mais peu importe, on va dire c'est une notion de convergence. C'est faire converger toutes ces données-là à travers une plateforme qui organise la donnée, qui structure la donnée, qui sécurise et qui légitime cette donnée. Pour construire cette notion de digital twin qui va vivre dans le temps et qui va être dynamique et qui va permettre ensuite d'alimenter tous les usages qui ont été présentés précédemment. Donc ça, ce que vous voyez ici, finalement, la technologie, encore une fois, existe et c'est une notion de process, de mise en œuvre, de se dire, est-ce que, quelque part, dans un nouveau bâtiment ou dans un bâtiment existant, est-ce que je continue à ne rien faire ou est-ce que, au contraire, je mets en place un process qui va permettre d'organiser cette donnée, de la structurer, de la collecter pour pouvoir donner vie à des usages dès aujourd'hui, mais aussi tout simplement pour la conserver, la structurer et pouvoir amener des usages demain et après-demain. On le voit sur le salon, on parle d'IA, d'intelligence artificielle sur tous les stands. Il n'y aura pas une IA, mais il y aura beaucoup d'IA qui vont exister dans le futur. Ces IA auront besoin de s'appuyer sur des données. Et les données, et ça sera le mot de ma conclusion si tu le permets, ces données, il est fondamental qu'elles restent propriété des propriétaires de bâtiments et des occupants, c'est-à-dire des preneurs. Et que cette donnée, il ne faille pas aller la chercher dans des solutions type GAFA parce qu'on aurait été incapable de la conserver et de lui donner une valeur. Voilà mon humble avis. Merci, ça va introduire le sujet suivant. Mais juste, parce que tu as dit, cette donnée, elle a une valeur de dingue. Eh bien, je ne sais pas si vous avez bien compris, et je pense que c'est peut-être pas mal de donner un exemple. Et je vais me permettre d'en donner un tout de suite. Regardez, prenez un exemple d'un bailleur social. Il a 100 000 logements. 100 000 logements. Il y en a pas mal qui ont 100 000 logements. Aujourd'hui, il a le choix, si on parle énergie, entre demander à un prestataire de service d'assurer pour lui la flexibilité énergétique. Ça veut dire quoi la flexibilité énergétique? C'est-à-dire, en cas de pic de consommation à l'échelle de la France, voire de l'Europe, de réduire de 10% par exemple la consommation énergétique de manière drastique dans tous les logements, dans les 100 000 logements. C'est-à-dire, quelque part, réduire le confort de 100 000 foyers. D'accord? Ceci simplement pour passer un cap et bénéficier d'un tarif qui sera linéaire. Le prestataire de service, lui, va bénéficier des données énergétiques de ces 100 000 foyers. Et grâce à ces données, il va opérer l'effacement énergétique de 10%, c'est-à-dire baisser de 10%. Et grâce à ces données, il va s'enrichir. Pourquoi?
parce qu'il va permettre à EDF de réduire la consommation énergétique et de ne pas démarrer une centrale à charbon, par exemple, et ça a un coût. Et donc, il va être payé pour ça. Et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, si le bailleur social décide au contraire de garder ces données et de payer lui-même l'effacement énergétique, la flexibilité énergétique, parce qu'il a mis en place une infrastructure numérique dans tous les bâtiments qui sert non seulement à l'énergie, mais aussi à l'assistance aux personnes dépendantes, à la sécurité des personnes, à la sécurité du bâtiment, aux boîtes aux lettres connectées, à tout ce qu'on voudra, eh bien, il pourra effectivement agir sur les systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement du bâtiment, de baisser de 10% la température, enfin pas dans la température, la consommation énergétique, avec l'assentiment des usagers, et comme ils le voudront. Et en plus, c'est lui qui va gagner effectivement beaucoup d'argent qu'il pourra repartager, pourquoi pas avec ses administrés ou ses résidents, ou au contraire le garder parce que c'est grâce à cet argent qu'il va investir dans cette fameuse infrastructure numérique. Vous comprenez le sujet. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est fondamental de maîtriser ces données et de ne pas les confier à d'autres qui sont en silo et qui vous apportent un système juste pour, par exemple, l'énergie, mais je peux dire pareil pour l'assistance aux personnes dépendantes, etc., la qualité de vie au travail, etc. Et c'est ça là, le gros enjeu. Mais maintenant, effectivement, la question, c'est, on parle de données, et ces données, elles sont rattachées à quoi ou à qui? Peut-on parler aujourd'hui de propriété de la donnée? Oui ou non? Oui ou non? Oui? Ok, vous avez dit oui, on va voir si on peut parler de propriété de la donnée. Vous verrez tout à l'heure qu'on parle d'un décret. Un décret, tu as parlé du décret Bax. Et effectivement, dans ce décret Bax, c'est écrit noir sur blanc, la propriété des données appartient pendant 5 ans aux propriétaires qui ont financé les systèmes. Maintenant, on va poser la question clairement à une avocate spécialisée en propriété intellectuelle pour qu'elle nous parle justement du droit, des conditions juridiques autour de la donnée. Casey, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler vraiment de propriété de la donnée? Quelles sont les conditions d'usage? Quelle est notamment la position de l'Europe au niveau justement de l'usage des données? Alors moi, j'ai retenu en écoutant tous ces experts que la technologie existe, qu'il faut penser l'organisation. Vous avez entendu Christian qui vous disait que la donnée a une valeur de dingue. Emmanuel a dit l'enjeu de la donnée est essentiel, okay, que cet enjeu, ce n'est pas qu'au moment de la conception, c'est pendant toute la vie du bâtiment. Vous allez devoir pouvoir exploiter les données et avoir des données en masse, à l'échelle, pour aller vers cette valeur servicielle. OK. Donc, la question se pose, et que Emmanuel me pose, qui a la donnée? Qui a le droit d'interdire ou d'autoriser l'utilisation de ces données? Puisque Christian vous a dit, vous avez le référentiel là-haut, où vous allez devoir déterminer d'où provient la donnée, est-ce que la donnée est fiable, est-ce qu'elle est intègre, est-ce que je peux l'utiliser, est-ce qu'il y a un contenu protégé à l'intérieur de la donnée? Tout ça, c'est dans le référentiel, à qui je demande l'autorisation. Puis ensuite, Christian parlait de partage de données. Il va bien falloir mettre en place une contractualisation, des conventions de partage de données. Donc, vous allez bien vous poser la question de qui a les données et qui a l'autorisation de donner, qui est propriétaire de la donnée. Donc, on part d'un point de vue qui est déjà pas clair en droit. Ce n'est pas clair en droit, et moi, je pense sincèrement qu'en droit, sur le plan juridique, si le technique est prêt, le juridique n'est pas prêt. Et ça, il faut vraiment le retenir. Alors, quelle est la réponse sur la question de la propriété de la donnée? La situation n'est pas claire parce qu'il n'y a pas de régime juridique sur la donnée. Une donnée est une information. Puisque nous vivons dans un système démocratique où vous avez une liberté d'expression, vous devez pouvoir vous saisir de toutes les informations et les communiquer. Donc, vous ne pouvez pas avoir un droit sur une donnée.
Donc, il n'y a pas de régime de droit sur une donnée. Donc, vous n'êtes pas propriétaire sur une donnée. Donc, ça vient sérieusement compliquer les choses pour les juristes et les avocats, puisque vous cherchez quelque chose qui n'existe déjà pas. Première chose. Deuxième difficulté, eh bien, il n'y a pas de propriété. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie la donnée. On s'approprie la donnée de plusieurs manières. Hein, aujourd'hui, vous prenez l'exemple type, c'est l'IoT dans le bâtiment. Celui qui a la technologie dans l'IoT, il estime que de ce fait-là, les données qui sont générées à partir de son IoT lui appartiennent. En réalité, ce sont deux choses distinctes. La technologie, c'est la propriété intellectuelle ou le savoir-faire du fabricant qui lui a permis donc de mettre en œuvre son appareil, qui permet donc de capter les données, mais la génération de la donnée n'est pas une chose nécessairement qui relève de la propriété du fabricant. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système d'appropriation et pas loin d'un certain Far West, comme vous allez voir plus tard. Donc on est dans une appropriation de la donnée. Donc si on n'est pas propriétaire, on pourrait dire, peut-être il y a des droits d'interdiction. Donc s'il y a un droit d'interdiction, ça veut dire que je peux autoriser, puisque je peux interdire. C'est important. Nous, les juristes, ce sont des questions que je pose qui permettent donc de conseiller, vous, les clients. Alors, est-ce qu'il existe des droits d'interdiction? Très peu. Très peu. Le premier, vous le connaissez très bien, c'est la RGPD. Si on utilise votre donnée personnelle sans votre consentement, là, vous pouvez interdire. Ou si vous avez révoqué votre consentement. Tout le monde sait ça ici. OK. Donc, ou si ça n'a pas de base légale, comme on dit. OK. Donc ça, c'est un droit d'interdiction. Vous avez un droit d'interdiction sur votre donnée personnelle. Deuxième exemple, la confidentialité. Vous avez un savoir-faire. On appelle ça un secret d'affaires en droit. Votre donnée est confidentielle. Ça peut être votre chiffre d'affaires, peu importe. Et ça, c'est des choses qui vont être partagées après, où le volume va être peut-être important. Votre donnée qui est confidentielle, ça, vous avez le droit de l'interdire. Vous avez le droit de l'interdire à des conditions très précises en droit. C'est-à-dire vous l'avez protégé. Si vous avez interdit effectivement aux autres de pouvoir avoir un accès à cette donnée. Tous vos contrats de confidentialité, vos restrictions d'accès dans vos systèmes d'information, par exemple. Si vous ne l'avez pas fait ça, votre donnée, si elle circule, elle n'est pas confidentielle. Vous ne pouvez pas l'interdire. Donc ça, c'est un droit d'interdiction qui existe. Et le troisième, j'ai mis, c'est la propriété intellectuelle, qui est mon domaine. Alexandre parlait donc de l'IA. Tout un chacun sait aujourd'hui, avec l'IA, qu'est-ce que vous avez comme problème? Avec le droit d'auteur. On est allé moissonner sur l'Internet des contenus qui sont des contenus protégés. Vous avez tous les éditeurs de France qui ont fait plus ou moins des litiges avant de transiger en grande partie. Le monde vient de transiger en dernier lieu avec ChatGPT et OpenAI. Pourquoi? Parce que les données, les contenus protégés de la propriété intellectuelle ont été repris. Aujourd'hui, quand vous allez réutiliser les données, y compris les données de bâtiment, vous pouvez avoir des contenus protégés. Vous pouvez avoir des diagrammes, vous pouvez avoir des dessins, vous pouvez avoir des graphiques, vous pouvez avoir des photos. Et vous devez vous poser la question de ces contenus protégés, sur lesquels avez-vous le droit de les réutiliser ou pas? Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pas très clair, hein. Franchement, c'est pas clair. C'est pas clair parce que, un, on n'a pas un régime juridique. Deux, je ne sais pas si je peux interdire. Il y a très peu de personnes qui peuvent interdire. Et en plus, je dois faire de sacrés boulots pour aller sourcer, pour savoir qui est derrière et si je peux l'utiliser. Donc la situation n'est pas claire. Alors, évidemment, on recourt au contrat. On recourt au contrat, les grands le font, les moyennes entreprises s'y mettent, les petites entreprises moins. Tout le monde veut mettre un contrat, tout le monde pense qu'ils sont protégés par le contrat. Ce n'est pas si simple que ça non plus. Ce n'est pas si clair que ça non plus, que le contrat va pouvoir vous protéger sur tout. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes propriétaire de votre donnée que vous l'êtes. Donc, ça pose d'énormes questions en droit. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de passer aujourd'hui mes propres interrogations,
que j'encapsule sur ma réponse à la question qu'Emmanuel pose. Est-ce qu'on est prêt pour cette mutation sur le plan du droit? Non. Alors, je rajoute, parce que je veux vous expliquer pourquoi ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair que ça aussi dans votre domaine, parce que le bâtiment, en particulier, est un domaine où la propriété est très importante et la propriété est sur la chose. Il est sur le terrain, il est sur le bâti, etc. Il est sur ceux qui s'intègrent dans le bâti. Et donc là, vous avez la notion de propriété très, très à l'esprit. D'accord ? Il y a un élément à avoir à l'esprit qui est la propriété sur une chose est distincte de la propriété intellectuelle. C'est quand même dingue, ça fait comme je ne sais pas combien d'années la propriété intellectuelle existe, mais on est toujours à essayer d'expliquer aux gens la différence entre les deux. Moi, je l'explique, vous achetez, vous téléchargez un film, vous avez le droit de visionner le film, vous n'avez quand même pas le droit de modifier le film, de décider que le scénario se fait différemment, etc., ou de changer le script du film. Vous ne pouvez pas le faire. On est bien d'accord. Pourquoi ? Ça, c'est la propriété intellectuelle qui appartient à celui qui a fait le scénario, le réalisateur, etc. Ça, c'est la propriété intellectuelle. C'est immatériel, c'est dans l'air. Vous ne le voyez pas, mais vous savez instinctivement que ça, il y a un droit sur cette chose-là. Puis, vous avez le DVD ou le support. Ça, c'est totalement différent. Et donc, vient se greffer en plus cette difficulté qui est la chose, la propriété sous la chose est distincte de la propriété intellectuelle. Ici, le temps la passe. Donnée, oui, Ouais, oui, j'avance. Non, mais le temps passe, Tu veux- c'est juste pour que ça soit encore plus concret. Ouais. Or, je retourne à mon exemple de détecteur de présence. Ah, vous décrivez. Donc, un acteur industriel met un détecteur de présence dans mon bureau. D'accord ? Donc, c'est son détecteur de présence. Maintenant, je pose la question à Kessie. Ouais. Ce détecteur de présence, parce que je suis rentré dans mon bureau, c'est mon bureau, il envoie une donnée. Est-ce que cette donnée, elle appartient au fabricant qui a mis le détecteur de présence? Ou est-ce qu'elle appartient à moi, puisque c'est ma présence et c'est mon bureau? Ou est-ce qu'elle appartient au propriétaire de l'immeuble? Ou au locataire de l'immeuble? Alors, c'est déjà pas clair, encore une fois. Pourquoi c'est pas clair ? Ça n'appartient pas au propriétaire de l'immeuble. Ça n'appartient pas nécessairement au fabricant du capteur. La personne qui a émis la donnée dans son comportement, ça peut relever de sa vie privée, même si c'est sur un lieu professionnel. Et donc, vous avez l'interférence, comme j'essaie de vous expliquer, de plusieurs droits, parce que le droit n'a pas été pensé pour le numérique. Et donc, on vient calquer le numérique et l'importance du numérique sur un système. Et c'est ça qui le rend un petit peu complexe. Les réponses ne sont pas aisées. Voilà. C'est ça que je voulais dire, Emmanuel. Okay. Alors, peut-être juste... Peut-être on passe rapidement. Mais là, non, ouais. on peut aller directement au décret Bax. Ouais, je pense que c'est pas mal, parce qu'effectivement, là, on voit, c'est un exemple de cette confusion totale, où dans un décret, on parle de propriété, alors que... Alors, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de régime juridique sur la propriété, que c'est quelque chose Vous pouvez d'établi. tweeter ça, vous pouvez le tweeter, le relayer sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai été assez étonnée de lire dans le décret Bax, sur le texte de 2020, qu'on a prévu pour les propriétaires des systèmes d'automatisation et de contrôle sur la régulation de la chaleur, on a prévu ce texte qui dit « Les données produites et archivées sont accessibles aux propriétaires du système qui en a la propriété. » Donc vous avez le pouvoir exécutif qui a établi un régime de propriété. Donc vous avez un vrai anachronisme, si vous voulez. Un, vous le savez qu'on ne peut pas être propriétaire d'une donnée. Deux, pour le juriste qui je suis, le pouvoir exécutif, il ne peut pas ériger un régime de propriété. Donc ça relève de la loi. Donc il y a une vraie, me semble-t-il, difficulté sur ce texte. Donc ce texte est nul et non avenu. Oui, enfin, ce qu'on doit se poser, la question, vous voyez les confusions dans l'esprit des gens, ce qui fait que même pour le pouvoir exécutif,
puisqu'il voulait gérer la question de la mise en place de ces systèmes qui collectent les données. Et pour pouvoir gérer ça, il fallait que cette personne puisse transmettre ces données, c'est ce qui suit dans le texte. Et donc, il lui a semblé nécessaire qu'il soit propriétaire de la donnée. Donc, nous sommes encore dans ce que j'appelle un certain anachronisme, puisqu'on réagit et on réfléchit sur la donnée en termes de propriété, alors que ça n'existe pas. Donc ça, c'est un Merci, exemple c'est un exemple. d'anachronisme. Et par contre, effet boomerang, parce qu'effectivement, quand on parle de propriété, ça engage. Il y a une notion de responsabilité, n'est-ce pas? Un propriétaire est responsable. Oui. Et aujourd'hui, si on parle de numérique, il y a une responsabilité éthique sur l'anonymisation des données, mais il y en a une autre aussi sur la cybersécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Celui qui a demandé qu'effectivement d'être responsable, propriétaire des données pour des raisons économiques, ben quelque part, l'effet boomerang, c'est qu'il est responsable également des conséquences d'une cyberattaque. Et je voulais rebondir sur ce point-là. Et là, c'est dangereux. Mais imaginons même qu'on se dise, finalement, on met en place des contrats, tout le monde se dit, je partage mon droit d'usage sous la donnée, je ne rentre pas dans toutes ces considérations très simples. Tout le monde décide, on partage, on fait des conventions et on met ensemble un droit d'usage sur une donnée et on mutualise cette donnée. Très bien. Est-ce que vous mutualisez aussi les responsabilités? C'est la question. Bien, donc on voit bien que c'est complexe et qu'il faut aller vers d'autres modèles économiques autour du partage de la donnée. Mais pour ça aussi, ce qui est important, c'est qu'on sache tracer la donnée. Et pour ça, effectivement, je donne la parole à Mathieu Merchadou-Melki, qui est à l'origine d'une plateforme, la plateforme Magma. Vous allez comprendre que là, le bâtiment rentre dans une nouvelle dimension, la dimension du Web 3, mais c'est aussi la dimension, quelque part, de l'économie numérique qui est devant nous, mais qu'on commence à vivre aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je crois qu'on a bien pris conscience du contexte et c'est important d'avoir une vue un peu d'ensemble pour comprendre un peu ce qui se passe et de comprendre qu'on est en train de changer d'ère en fait. On est en train de passer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une ère papier à une ère numérique. On est en train de passer d'une ère dite linéaire à une ère circulaire, c'est-à-dire que maintenant il va falloir plus protéger les ressources et ne plus consommer de la même manière. On passe d'une ère aussi individualiste à une ère écosystémique où il faut penser justement en termes d'écosystème et pour ça le partage de la donnée va être très important. On passe d'une ère de laxisme environnemental à une ère de protection de l'environnement. Et tout ça, ça a un rapport avec les nouveaux outils en fait, qui nous sont offerts. On a vu que aussi l'environnement économique est très différent d'il y a quelques années. Donc les obligations qui pèsent sur les différents acteurs économiques sont différents en termes de reporting. Ils sont confrontés aussi à l'inflation, à la hausse des coûts des matériaux. Les conditions d'emprunt sont difficiles, etc. Donc on est dans un environnement qui est complètement différent d'il y a quelques années. Et donc il faut réfléchir avec ces nouveaux outils. Donc on a vu que des outils existent. Il y a les PropTech dans le monde de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, c'est la première classe d'actifs au monde, mais c'est aussi la plus obsolète. Donc il y a de la technologie, mais c'est très lent à adopter ces technologies. L'immobilier souffre de problèmes structurels qui sont notamment l'asymétrie d'information. Moi, j'ai fait de l'immobilier pendant près de 15 ans et donc je me suis rendu compte, en passant par toutes les phases, de dépôt de permis à la phase de construction et la phase de commercialisation, qu'il y a un grand problème dans l'immobilier, c'est qu'on perd la donnée. Régulièrement, des choses se font, on étudie les actifs, les acteurs vont stocker des données pour faire des projets et au fur et à mesure la donnée se perd et donc on est obligé de reprendre des cotes, de refaire des plans, de savoir où sont les choses et cette asymétrie elle donne lieu à des coûts exorbitants. Il faut savoir que 80% du coût d'un immeuble, c'est les coûts d'exploitation de l'immeuble. Lorsqu'on achète l'immeuble, évidemment, il y a le prix d'acquisition, mais après, au fur et à mesure, quand on va faire des travaux, au bout de 5 ans ou au bout de 15 ans, le coût des travaux, donc on impute, c'est les coûts d'exploitation. Et ça coûte très cher de ne pas avoir accès à ces données. Donc aujourd'hui, on a donc des nouveaux outils. On a vu le jumeau numérique. Le jumeau numérique qui est jusqu'à présent très utilisé en phase de conception et construction, on l'a vu tout à l'heure, et
peut utiliser en phase d'exploitation-maintenance. Et donc ces données, en général, quand on a fait la maquette, elle se perd et plus personne ne l'utilise. Et cette maquette, elle est remplie de données qui vont être utiles pour toutes les parties prenantes de l'immeuble durant sa phase d'exploitation. Donc, comment est-ce qu'on fige ces données et comment est-ce qu'on fige la propriété de la personne qui a rentré ces données de manière à ce que quand quelqu'un va utiliser ces données, elle puisse être intéressée. Et c'est là tout le sujet et là tout l'intérêt de la blockchain et comment on va créer des actifs numériques avec ces données. Donc la blockchain, je pense que tout le monde maintenant connaît la blockchain et bon, là, il y a beaucoup d'actualités à ce sujet. C'est un réseau d'ordinateurs connectés qui communiquent entre eux et qui ont tous la même version d'un actif. D'accord ? Ils vont se partager tous la même donnée. Et donc, on va pouvoir mettre à jour cet actif et on utilise des technologies qui permettent de donner accès à certaines données et pas à d'autres. Le problème aujourd'hui, pourquoi on ne partage pas ces données ? Parce qu'on n'a pas envie de partager ces données avec des concurrents ou même avec d'autres prestataires parce qu'on ne peut pas vraiment les compartimenter et puis surtout, on ne peut pas mettre une valeur en face de ces données. Alors, la blockchain, c'est donc ce réseau d'ordinateurs qui partagent de la donnée et qui permet de mettre une valeur en face de ces données. Donc les premiers actifs numériques existants, c'était les crypto-monnaies. Donc la première blockchain qui a fonctionné, c'est le Bitcoin, qui permet d'envoyer un actif numérique, en l'occurrence le Bitcoin, d'une personne à une autre, sans banque, sans intermédiaire. Donc déjà, rien que ça, c'est une révolution puisque aujourd'hui, le commerce se fait par le fait d'avoir des tiers de confiance qui vont vérifier que l'actif est dans tel état, que quelqu'un en a la garde et que peut le mettre en nantissement, le mettre en garantie, le transférer, le vendre. Voilà. Donc il y a des tiers de confiance et ça, c'est très coûteux. Et c'est ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les coûts d'exploitation d'un immeuble, le fait de chaque fois devoir vérifier les choses, ça coûte beaucoup d'argent. Si on est capable de figer une valeur et de garantir l'état de la chose à un instant T, eh bien on peut nantir cette chose, on peut l'utiliser, la transférer, la vendre. Donc ce qu'on a fait pour le Bitcoin, on peut le faire pour un immeuble. En utilisant le jumeau numérique comme base d'information, on va prendre les données de chaque partie, on va enregistrer ces données sous forme de tokens. Donc, dans le cadre de l'immeuble, on va créer un token non fongible. Donc, il y a deux types de tokens. Les tokens fongibles, c'est les crypto-monnaies. Fongibles, pourquoi ? Parce qu'ils se fondent entre eux. Un bitcoin vaut un autre bitcoin. Un euro, par exemple, ce serait un token fongible. Un euro s'échange contre un euro. Un non fongible, c'est un objet unique. Une œuvre d'art, un immeuble, une voiture, de collection ou pas d'ailleurs, mais un objet unique. Et donc, on va créer une sorte de passeport de l'immeuble sous forme de token non fongible de l'immeuble qui va reprendre toutes ces données. Donc les données froides, la data room de l'immeuble déjà. Donc la data room de l'immeuble, c'est toutes les données statiques qui ne changent pas énormément, le cadastre, son adresse. Il n'y a pas de raison que quand on achète un immeuble, on soit obligé de refaire à chaque fois une data room qui est objective en fait. L'immeuble, on doit savoir sa surface. C'est pas normal qu'un immeuble ait plusieurs surfaces dépendant des personnes qui l'étudient. Donc on va figer ces valeurs-là et après il y a les données d'exploitation. On va faire la même chose avec les données d'exploitation. On va identifier les parties. Donc il y a une question d'identité. Est-ce que c'est bien cette personne qui a rentré ces données ? Donc on va les identifier. On va enregistrer ces données dans la blockchain. Quand elles sont dans la blockchain, elles deviennent immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les corrompre. Une fois qu'une donnée est enregistrée dans la blockchain, on ne peut pas venir censurer cette donnée. Donc déjà, c'est déjà un point très très important. Et en plus, on peut les transférer. Donc on va pouvoir mettre une valeur en face des données et on va pouvoir les transférer aux différentes parties pour qu'elles fassent des contrats. Parce qu'au bout du compte, l'intérêt d'avoir des données, c'est de faire des contrats. Des contrats de maintenance, des contrats de location, pour vendre l'immeuble, etc. Et donc des rewarding alors. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit... le problème de ces maquettes, c'est la mise à jour. C'est qu'on ne sait jamais, en fait, comment est-ce qu'on sait que ce qu'on voit est ce qu'on va trouver dans le monde réel. Parce que c'est bien d'avoir un jumeau de l'immeuble, mais comment est-on sûr que la cloison a bien été bougée dans le monde réel ? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système d'un protocole de validation de la donnée pour être sûr que la donnée est bien dans le monde réel. Par exemple, un fournisseur de services fait une action. La donnée de ce qu'il a fait va être donc déjà uploadée par ce fournisseur de services, confirmée par le property manager ou le facility manager et peut-être confirmée une deuxième fois par le locataire.
Donc on va avoir un niveau de validation qui fait que maintenant, quand je regarde ma donnée dans le jumeau digital, je sais qu'elle a été validée par 1, 2 ou 3 personnes. Donc je peux faire un contrat dessus, je peux prendre une décision sur cette donnée parce que j'ai la certitude qu'elle est valide. Et donc Ça rien peut que être un contrat de performance énergétique, ça peut par être un exemple. contrat de performance énergétique. Ce que permet la blockchain, en fait, c'est de faire des smart contracts. Smart contract, c'est quoi? C'est la traduction d'un contrat normal écrit en code. Si A et B existent, alors C et D peuvent se produire. Si la fenêtre a été cassée et que j'ai un fournisseur dans un périmètre de temps qui peut intervenir en moins de temps et qui peut intervenir à tel prix, je fais. Je peux automatiser cette tâche. C'est ce qu'on a vu hier lors de la conférence sur les boucles locales d'énergie. Sur la boucle locale. Si effectivement je réduis ma consommation d'énergie, eh bien je vais être rewardé, Exactement. je vais toucher une subvention de la boucle, enfin de la société qui gère la boucle, parce qu'effectivement ça permet d'économiser Exactement. d'économiser. En fait, c'est le fait qu'on rentre dans cette nouvelle ère numérique va impliquer le fait qu'on doit changer les manières de faire du commerce et donc d'utiliser les moyens digitaux pour faire des contrats. Et ces contrats, ça va être souvent des contrats donc automatisés puisqu'on aura objectivement une donnée fiable et donc on pourra prendre une décision, donc un contrat. Juste pour qui c'est encore très abstrait, Ouais. je vous donne un exemple parce que moi c'était abstrait au début. Et j'ai compris sur un exemple que j'espère que vous allez comprendre tout de suite. C'était la musique. Oui. Le droit d'auteur ou les droits d'auteur sur un morceau de musique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de NFT d'un morceau de musique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un morceau de musique, c'est souvent la composition multiple de personnes Absolument. à l'échelle dans le morceau. Hier, c'était celui qui était au bout de la composition qui prenait le pactole et celui qui commercialisait. Si vous faites un NFT d'un morceau de musique, c'est tous les contributeurs, déjà celui qui a siffloté le refrain, et ensuite ceux qui ont apporté des différents morceaux de musique. Exactement. Et à la fin, le commercialisateur. Et la répartition de la valeur de la vente ou du morceau de musique dans le temps va être effectivement répartie sur l'ensemble des stakeholders. C'est une très bonne image. Imaginez et là, c'est pareil dans le bâtiment, avec la complexité qu'on voit, mais c'est exactement pareil. C'est ça. Et c'est ça la nouvelle économie dont il veut vous parler, Web.3, et dans laquelle on commence à être. C'est dans le numérique, non, c'est dans la musique, dans les œuvres d'art. Tous les actifs, en fait. Tous les actifs du monde réel. En fait, imaginez que l'immeuble, c'est une partition dans laquelle chaque partie prenante, fournisseur de services, met une petite contribution. Et c'est une partition continue, une musique qui va continuer à rouler pendant toute la vie de l'immeuble et où chaque personne qui a contribué va recevoir une rémunération quand quelqu'un va utiliser sa donnée. Parce que la donnée... Dans son wallet. Voilà, dans son wallet. En fait, nous, on a créé donc un smart contract qui, quand on met de la donnée dans le BIM ou dans le jumeau numérique et qu'on la télécharge dans Magma, on reçoit une rémunération sous forme de utility token. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que là, ça devient vertueux. Parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, on parle de smart building, etc. On parle du système d'information. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le modèle économique. Parce qu'il y a un payeur, celui qui investit par exemple le système d'information, et puis il y en a qui en profitent. C'est les locataires, c'est les usagers. Et aujourd'hui, c'est le vrai sujet. C'est comment celui qui investit dans le système d'information et qui le maintient est également rétribué, alors que c'est les autres qui vont en profiter, qui vont faire des économies d'énergie, qui vont être sécures. Voilà. Alors, donc là, on voit qu'effectivement, si on partage la donnée, on peut aller vers des modèles de partage de la valeur. Le Digital Twin Token, donc le token du jumeau digital, appartient à l'immeuble. Donc, de facto, il appartient au propriétaire. En revanche, les données qui sont à l'intérieur, lorsqu'elles sont utilisées, elles donnent lieu à des contrats. Ces contrats donnent lieu à des échanges de valeurs. Et donc, du coup, ces valeurs, elles peuvent revenir aux personnes qui ont contribué de la donnée. Donc, une personne qui a rentré de la donnée qui va faire lieu d'un smart contract va être rémunérée. Et quand le propriétaire va vendre son immeuble, il va dire moi, je vends mon immeuble, mais je vends aussi le Digital Twin et son token. Et le token, il permet quoi? De faire un contrat de performance énergétique, un contrat de recyclage des objets de l'immeuble, améliorer le bien-être des occupants parce que je peux connecter tel ou tel service dans la ville où il est, etc. Donc, en fait, quelque part, le notaire, il n'a plus besoin de lire tous les documents parce qu'en fait, c'est sécurisé. C'est En plus, sécurisé. les valeurs qui sont affichées, on est sûr que c'est sûr. Et c'est sûr aussi sur la valeur servicielle, quelque part. Exactement. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je vends mon immeuble,
et en même temps, je vends le jumeau numérique Voilà. tokenisé, donc le NFT, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Le NFT de l'immeuble, le NFT dynamique de simplifie. l'immeuble qui va être mis à jour au fur et à mesure. Et je suis sûr que la pompe à chaleur qui est inscrite, c'est la vraie. Et elle a été maintenue Exactement, à voilà. telle date. Et il y a énormément de propriétaires d'immeubles aujourd'hui, des grandes foncières même, qui ne savent pas de quoi est composé leur patrimoine. Même les surfaces sont parfois aléatoires. Les équipements, on ne savent pas quel équipement ils ont dans l'immeuble. Donc nous, on imagine qu'en mettant ça en place dans les immeubles, on va constituer dans le temps une base de données où les gens vont contribuer de la donnée en échange de rétribution. Et donc, ça va faire remonter toutes ces données et qui vont permettre d'être connectés à d'autres données pour donner lieu à des contrats, faire remonter de l'information aux villes, aux régions, etc. Donc, ça crée une base de données fiable. Donc et le utilisable. jumeau numérique, en fait, on est sûr qu'il est fiable. On est sûr qu'il est fiable. En tout cas, on a un indice de fiabilité. On sait que il a été validé, une information a été validée ou pas. Au moins, on sait, si elle n'a pas été validée, à quoi s'attendre. Et donc là, en fait, on a ce que tu appelles le digital, c'est combinaison. La du combinaison, physique ouais. et Vous du allez entendre numérique. beaucoup. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas le monde de la blockchain, quand vous rentrez, déjà de regarder un maximum, d'écouter des podcasts ou regarder sur YouTube tous les contenus que vous pouvez trouver sur la blockchain et regarder le thème des Real World Assets, les actifs du monde réel. Il y a aujourd'hui tous les grands acteurs de la finance sont en train de se tourner vers la blockchain parce que c'est plus fiable, parce que c'est computable, c'est-à-dire c'est programmable. Les monnaies, vous voyez qu'aujourd'hui les monnaies vont bientôt être programmables. Vous allez avoir des monnaies de banque centrale numériques. Vous avez aujourd'hui le Bitcoin et toutes les cryptos qui sont des monnaies en fait programmables. Donc on va vers cette économie. Donc c'est très important de se renseigner et de se documenter. Et donc le thème des Real World Assets, ça va être la tokenisation des actifs du monde réel. Comment je prends un actif du monde réel et je crée sa copie dans la blockchain et qui va donner lieu à des nouveaux contrats. Voilà, ça c'est vraiment un thème de l'économie en fait très important. Et dans là, les années à venir. ce qu'on voit aussi, c'est que plus ça va, plus on commence à parler de tokenisation financière du Oui. bâtiment. Oui, C'est-à-dire je vois qu'on que t'as crée mis une le- société et on va vendre des parts de cette société C'est ça. qui sont C'est ça. tokenisées. Donc dans un immeuble, vous avez l'asset manager qui lui est chargé, donc vous avez un propriétaire qui a un actif et souvent il confie à un asset manager. L'asset manager, son rôle c'est de gérer, de piloter l'actif avec un projet pour augmenter la valeur de l'actif. Donc lui, il s'intéresse au flux financier. Il va gérer les loyers, il va gérer les coûts opérationnels, le coût de la dette, il va faire des travaux dans l'immeuble, il va revaloriser l'actif et il va chercher des investisseurs. Donc jusqu'à présent, ils pouvaient mettre l'immeuble sur le marché et ça se faisait de gré à gré. Il y a très peu d'immeubles qui traitent, il y a 1% des immeubles qui traitent sur les marchés publics du fait justement des problèmes qu'on a cités. Et donc ça, c'est le job de l'asset manager. L'asset manager, dans la tokenisation, il va créer une société holding au-dessus de l'immeuble et donc il va créer des tokens qui correspondent aux parts de la société. Et les tokens, ils sont divisibles presque à l'infini. Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir acheter avec 10 € une part d'un immeuble. Donc ça, c'est très bien parce que bon, ça démocratise un peu l'immobilier, ça va donner plus de liquidité à l'immobilier, ça va permettre à des gens qui n'auront jamais pu acheter un immeuble dans leur vie d'être propriétaires peut-être d'un bout d'immeuble à Paris ou dans une grande capitale. Donc ça, c'est très sympa. Mais ça ne règle pas vraiment les problèmes de l'immobilier dont on a parlé, les problèmes structurels. Les problèmes structurels de l'immobilier, on les règle en tokenisant le bâtiment lui-même. Donc il y a 2 tokenisations. Emmanuel, si tu veux bien mettre l'autre slide. Donc l'autre manière de tokeniser l'immeuble, c'est par le biais du jumeau. C'est ce qu'on fait nous. Donc on a l'actif physique, on a ce qu'on appelle les stakeholders, donc c'est les personnes qui vont faire quelque chose dans l'immeuble. Ils vont émettre des données qui vont aller dans le jumeau. Et nous, on rajoute une part de validation. Et après que les données ont été validées, on crée donc le token non fongible qui représente l'immeuble. On crée des tokens pour tous les objets de l'immeuble, donc les équipements, ça peut être autant d'objets qu'on veut. Et on fait un paiement aux stakeholders pour avoir bien voulu de partager leurs données. Voilà. Donc c'est les deux composantes de la tokenisation financière qui concerne l'asset manager, la tokenisation bâtimentaire qui concerne le property manager. Et les deux, ils doivent travailler ensemble. Et il y a un moment donné où l'asset manager, il va devoir un peu partager la valeur de son travail parce qu'on lui donne des données utilisables. Il doit pouvoir partager un peu de cette valeur avec le property manager. Et quelque part, ce que je vois ici, c'est qu'en fait, on est en train de dissocier la notion de propriété de la notion d'usage. D'usage, exactement. Et c'est essentiel.
Parce Exactement. qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux enjeux environnementaux et économiques et sociétaux, il faut justement dissocier de plus en plus cette notion de propriété avec la notion d'usage. C'est parce qu'en fait, on lie aujourd'hui propriété et usage qu'effectivement, on est serré dans un costume qui ne Oui. nous va plus. Ouais. Il faut penser out of the box en fait. Il faut pas essayer de penser avec les modèles existants. Il y a d'ailleurs les pays qui vont être Mais en c'est une avance, nouvelle économie. Hein. qui vont être en avance sur nous. C'est là où j'arrivais, c'est qu'il y a des pays qui ont compris ça et qui sont en train de faire voter la notion de propriété juridique de la donnée et la C'est le possibilité Brésil. d'exploiter exactement le Brésil, les Émirats Arabes Unis et l'Estonie. Donc aujourd'hui, c'est 3 pays qui sont un peu en avance sur ces modèles économiques et je pense qu'ils vont prendre une vraie longueur d'avance parce qu'ils ne sont pas freinés par les modèles existants justement. Alors, ce qu'on vient de voir, je pense que vous avez compris que c'était la meilleure conférence du salon. Parce qu'en fait, on vous a parlé de jumeaux numériques pendant 2 jours. Mais à quoi ça sert ce jumeau numérique? Ça sert effectivement que si on est sûr et qu'effectivement on peut aller vers un autre modèle économique. C'est ça. Sinon, un jumeau numérique tout seul, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que la technologie, elle est là, mais si on ne change pas les modèles économiques et qu'on n'utilise pas non plus les nouvelles technologies pour accompagner ces modèles économiques avec de nouveaux cadres juridiques, on est dans une impasse. Et en fait, on tourne en rond parce qu'on veut faire du smart building, mais on ne sait pas pourquoi, comment, pour quel usage. Ouais. C'est parce qu'effectivement, on aura sécurisé les données, parce qu'on aura sécurisé la valeur qu'on tire des usages, qu'on pourra effectivement enfin dire, mais bien sûr, on gagne, tout le monde gagne. Je vais refaire un et on petit, se partage la valeur. je vais refaire un petit zoom out. Mais je vais donner la conclusion Juste- à vous tous Voilà, maintenant. je fais juste pour finir un petit zoom out pour dire qu'en fait, les grandes institutions financières se rapprochent de la blockchain et investissent massivement dans la blockchain. On a récemment le plus grand fonds au monde, qui est BlackRock, qui a l'équivalent du PIB, si ce sera le 6e pays mondial en termes de PIB, qui vient de créer ce qu'on appelle un ETF sur le Bitcoin. Ça a emmené tous les grands gestionnaires d'actifs américains vers ce même modèle. Ils ont tous créé aussi un ETF Bitcoin. Aujourd'hui, on a 1 milliard de dollars par jour qui arrivent sur le Bitcoin. On a des prédictions de la capitalisation des actifs crypto à 16 trillions en 2030. On est à 2,5 aujourd'hui. Donc vous imaginez qu'en 6 ans, on va passer de 2,5 à 16 trillions. Ça veut dire que la liquidité des banques va venir de la crypto. Donc c'est un transfuge en fait. donc c'est un transfert d'actifs Un de transfert, la finance traditionnelle vers ces nouveaux modèles financiers. Et donc on peut Et penser quelque part, le que la bâtiment, liquidité du c'est bâtiment, un actif voilà, de exactement, la c'est finance. la plus grosse classe d'actifs au monde. C'est 326 Donc trillions. on voit bien que ce qu'on vient de dire, c'est en train de se passer. Voilà. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir très fort. Merci.